Nous sommes ici à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et il est question ici de vous montrer l'inaccessibilité des amphis, des salles de travaux dirigées aux fauteuils roulants. Alors nous sommes précisément à cette étape de notre périple au département de sciences physiques et chimie, de physique et chimie, où, comme vous le voyez, malgré les passerelles mises en place là pour orienter la marche des passants et des étudiants, les voies d'accès et aux amphis et aux salles de travaux dirigés ne sont vraiment pas accessibles, ou la mise en place des marches, des escaliers n'ont pas tenu compte de la présence d'une personne se déplaçant ou marchant en fauteuil roulant, n'est-ce pas, dans cette université. Et cela relève que ces personnes ne sont pas forcément amenées à poursuivre les études telles qu'elles le voudraient. Depuis même le choix de leur formation, cela pose problème. Parce que pour avoir une formation selon qu'on le veut, il faut avoir à sa disposition des infrastructures adaptées qui rendent compte de notre accessibilité. Nous continuons notre périple. Ici, nous sommes à l'unité de formation et de recherche en maths et informatique de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et comme vous voyez, dans mon dos, se trouve un escalier qui conduit aux travaux, voilà, à l'amphi, à un des amphis. Comprenez que dans cette UFR se trouvait un ami du nom de Max. Max qui se trouvait en fauteuil roulant. Mais à force de faire descendre Max et à force de le faire monter, il a fini par craquer. Et au jour où je vous parle, Max ne peut plus continuer l'école pour plusieurs facteurs. En dehors même de ce que Max se faisait soulever par ses amis, après la fermeture des résidences universitaires et suivi de leur réouverture un an après, les universités, les cités universitaires ne sont pas accessibles. Et comme vous nous avez vu prendre de la descente jusqu'à la montée, comme vous le suivez d'ailleurs, selon les images, Max était confronté à un problème de logement, a dû abandonner l'école. Et comme Max, il y en a eu plusieurs. Mais comme pour le moment, nous sommes en train de ne vous présenter que les difficultés d'accès au bâtiment, le moment viendra où nous allons vous aborder l'autre aspect des résidences universitaires inaccessibles, inhabitées, et qui posent le problème de continuer l'école. Donc, au regard de ce que vous venez de voir et que vous suivez, nous voudrons que vous contemplez vous-même si les mesures prises pour encourager la formation, l'éducation, ces mesures-là englobent la présence des personnes handicapées ou des politiques, ces politiques-là qui sont mises en place associent la présence des personnes handicapées de toutes tendances confondues. Parce que là, nous sommes en train de vous montrer les difficultés d'accès aux fauteuils roulants, aux amphis, mais il y a que dans ces UFR, il y a certains qui sont malvoyants et qui n'ont pas de matériel de traduction. Et il y a certains qui sont sur des béquilles, qui ont aussi du mal à monter. Il y a des sourds-muets qui, malgré leurs compétences, ne peuvent pas continuer l'école. Tout cela parce qu'il n'y a aucune loi qui sous-tende certaines choses. Mais je m'arrête là pour le moment. Vous voyez, nous sommes ici en France des amphis que le district autonome d'Abidjan a mis à la disposition de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et ces amphis, ce que nous voulons vous montrer, c'est qu'ils sont récents. Pendant leur construction,
nous, étudiants handicapés, nous étions très nombreux sur le campus, bien avant la fermeture ou la survenue de la crise. C'est-à-dire que normalement les normes architecturales de construction devaient tenir compte de notre présence et mesurer la nécessité que nous serions un jour amenés à venir prendre des cours ici. Alors comme vous le voyez, du bas jusqu'en haut, nous pouvons compter une centaine de marches et cela ne finit pas là. Il y a un premier niveau qu'il faut atteindre. Tout ceci pour vous dire que les conditions ici, pour que nous commençons et que nous achèvions des études, sont pas, je veux dire, ne répondent pas à aucune norme. À aucune norme. Et la nécessité pour qu'une personne handicapée, comme vous le voyez, porte son choix sur les UFR ou les étudiants, les UFR qui viennent faire cours ici, n'est-ce pas, se trouvent annulés au vu de ces obstacles. Voilà un peu ce que nous voudrons encore vous montrer et résumer pour dire que la question d'accessibilité physique n'est pas une préoccupation véritable pour nos dirigeants. L'accessibilité physique n'est pas une préoccupation pour ceux qui construisent, que ce soit, comme vous le voyez, les amphis pour la formation, que ce soit les logements sociaux, que ce soit les transports en commun, que ce soit les administrations, que ce soit nos institutions. Je veux parler de l'Assemblée nationale, du secrétariat du gouvernement, de la primature. Je veux même parler de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je veux parler de tous ces lieux-là. La question de l'accessibilité physique. Famille Loukou Josué, je suis le président de l'association des paralysés de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, tu disais que paralysé, un peu, c'est choquant. C'est un jeu, on est regarde. Mais c'est lié aussi hein, à ce qu'on veut prôner. Ok, il n'y a pas de problème. Avec tout compte fait, nous sommes dans ce corps. Ouais, on est dedans. Voilà. Ouais. Donc, il faut que nous arrivons à l'appeler comme c'est, pour qu'on puisse prendre les dispositions qui l'entourent. Voilà. Donc, voilà, et, bah toi, là, tu n'as plus, on n'a pas à le présenter encore, mais l'autre, l'homme a tout fait pour moi. Il s'appelle Kwame Azé. Kwame Azé. Il est mon chargé d'émission. Et c'est lui qui fait vraiment tout. Comme je disais, bah, toi me parlait de toi la dernière fois, donc tu tenais à passer ici, pour voir, comprendre et observer. Et moi-même, constater. Il me disait que l'homme était l'athlète le plus culturé au monde est chez nous. Il dit quoi? Il dit oui, et puis c'est une personne handicapée. Il dit voilà, j'ai devoir d'aller le connaître et l'écouter. Ma préoccupation est de savoir est-ce que M. Kone Ouma, qu'est-ce qui a motivé que M. Kone Ouma fasse le sport d'athlétisme? Qu'est-ce qui a envoyé M. Kone Ouma à l'athlétisme? Bon, ce qui m'a mené à l'athlétisme, c'était un défi. Un défi à relever parce que de vis-à-vis avec les hommes, d'après les hommes normaux, les valides, lorsque j'ai commencé l'athlétisme, c'était pas au début là, c'était pas facile parce que il y avait trop de, on dit est-ce qu'une personne handicapée peut faire l'athlétisme? C'est de là c'est parti. Un jour, je regarde la télévision, je vois un annonce, on dit cross populaire, le commune de Cocody. Je suis un cross populaire, donc je vais aller participer. Et c'est de là que je suis allé m'inscrire. J'ai pris un dossier
classement général, j'ai terminé premier. C'est en quelle année ça? En 80... novembre 94. J'ai terminé premier classement général. Classement par catégorie, j'ai terminé premier encore de ma catégorie. Ah, en fait, c'est ça, je peux faire ça. Et c'est de là, c'est parti. Et je suis allé me rendre au stade Félix Houphouët-Boigny, où on fait la compétition sur la piste. Allez, j'ai dit, bon, j'ai couru. Le directeur technique, comme son nom, il n'est plus aujourd'hui. Il dit, mais... Vous connaissez son nom? Bon, je n'ai pas trop dit son nom ici actuellement parce que tout vendredi dernier, on l'a accompagné. Voilà. Donc, il a dit comme ça, mon entraîneur, c'est lui là, avec son handicap, qu'est-ce qu'on peut tirer de lui? Donc, il est sorti dans le bureau en pleurant. C'est une femme, les femmes sont trop sensibles. C'est une femme qui était ton directeur? Mon entraîneur. C'est une femme qui est mon entraîneur. Ah, ok, jusqu'à actuellement. Voilà, jusqu'à actuellement. Elle est sortie dans le bureau en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Elle dit, bon, c'est aller voir le directeur technique pour une paire à pointe. C'est les chaussures comme ça pour les courses là. On appelle ça les paires à pointe. Il me dit, c'est là, qu'est-ce qu'on peut tirer de toi parce que tu es personne handicapée? Il dit, ah, bon, c'est pas grave. C'est un défi. On va se mettre au travail. Laisse ça faire les chaussures là. Moi, j'ai débrouillé à acheter ma paire à pointe. J'ai commencé à faire les championnats nationaux, je les gagne. Je gagne 10 000 ces athlètes. Deuxième année après, on me dit, bon, tu vas... Ça veut dire que tu as commencé avec des valides? Avec les valides. Avant, il n'y avait pas d'handisport. Oui. Donc, c'est avec les valides que j'ai compétissé. Avec les valides, j'ai gagné. Et de là, on me dit, ah, tu vas à Banjul, en Gambie, pour les championnats d'Afrique. Dans quelle année? En 95. On dit, j'y vais au championnat d'Afrique junior. On fait l'arrivée là-bas. On fait l'arrivée là-bas. Là, il est handicapé. Mais bizarrement, quand on sort comme ça, on va à l'étranger, ça étonne tout le monde de voir une personne handicapée courir avec des valides. Mais quand on allait en Gambie, le gars il demande, mais tu cours avec les gens normaux? Il dit, mais est-ce que moi, il ne ressemble pas à quelqu'un qui est normal ou pas? Et puis il a commencé à dire, il dit non, c'est pas ce qu'il veut dire en fait. Il dit, ah, tu veux dire quoi par là? Donc moi, je suis un homme normal là. Je suis un homme normal comme toi. Donc moi, je n'ai pas la main pour attraper le chemin. Tout ce que tu peux faire, je peux le faire. Et c'est de là, au championnat d'Afrique, j'ai terminé. Ma première sortie, j'ai terminé 4e. J'ai raté la médaille de bronze de justesse. Bon, on dit c'est junior, mais en réalité, on a couru avec des seniors. Après, c'était ça tout là-bas que c'était avec les seniors, les enfants ont couru. Quand on est revenu au pays, il dit, en fait, cette histoire-là, c'est sérieux, je vais prendre ça au sérieux. Et c'était comme ça, j'ai pris vraiment l'affaire au sérieux. 95, je vais au championnat d'Afrique arabo-africain en Égypte. J'ai raté 3 médailles. Je reviens un après, c'était les Jeux paralympiques à Atlanta en 96. Maintenant, ça dit que la fédération va prendre... La fédération handisport est créée en entre novembre et décembre 95, la fédération est créée. Ok. Dr. AC, qui était le président, qui a l'INGS. Angama Hassan, qui était le directeur technique, qui a l'INGS aussi. Et Agbo Florence, qui est mon entraîneur. Voilà. Plus moi, ça fait 5 personnes qui ont créé la fédération. Ah bon. Et c'est de là que c'est parti. On voit qu'on est au moins partout, aux Jeux Olympiques, médaille d'or. La première fois, une médaille d'or olympique de Côte d'Ivoire et une Ivoirienne. Abidjan, on appelle Abidjan, on dit c'est gâté. Bon, on se dit, mais vraiment, et tout ça, si on rentre, normalement, ça ne crée pas de problème. En 96. Parce qu'on est arrivé, j'étais reçu par Didier, qui m'a décoré, officier de l'ordre national. Voilà, aussi les plaques qui est là. Ordre national, officier de l'ordre national. Didier m'a décoré. Après, c'était en 96, j'ai accompagné d'une enveloppe de 2 millions. Les 2 millions allaient avec parce que j'étais un de mon second qui est malvoyant, qui est non-voyant aussi. Donc lui, il n'aime pas pu arriver en finale. Il y a un peu de famille, avec mon encadrement, tout ça. C'est le premier salaire. Donc il faut vraiment faire plaisir à tout le monde. En 97, j'y vais en Allemagne. Je prends la médaille d'or. De l'Allemagne, il vient encore en Tunisie. Il a fait 4 médailles d'or là-bas. Il dit, mais c'est qui ça encore? Là, la fédération a pris vraiment, l'empereur a pris. La fédération était une des meilleures fédérations en Côte d'Ivoire. C'est ça.
il n'y a pas de l'argent. En son temps, il n'y a pas de subventions on donnait à la fédération. C'est le parasocialité qui existe maintenant. Donc je me dis toujours, je travaille avec un Libanais qui m'a dit cela. Entre mon travail et puis ton sport, il faut choisir un. J'ai dit si il doit choisir mon sport parce que là, il s'agit de l'emblème de mon pays. Je dois faire plaisir à ma nation. Oui, monsieur, j'ai choisi mon sport. Parce que quand il va à l'étranger, l'hymne national de Côte d'Ivoire, c'est pas l'hymne national de Liban, de Côte d'Ivoire. Et ici, j'ai sacrifié ça. Tôt ou tard, chacun ici, moi, dans ma tête, je sais qu'un jour viendra, l'argent va venir. Tout, c'est-à-dire que tout dans mon pensée, uniquement c'est le sport. Faire plaisir pour la nation. Rapporter quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est seulement du partout où la Côte d'Ivoire, la délégation ivoirienne va, où est économiquement. Il y a d'autres même qui m'ont traité d'Éthiopiens. Donc on va aller des questions. Voilà. Comme il a circonscrit ses motivations, d'où est parti qu'il est devenu un grand athlète. Hein? Je suis très heureux d'échanger avec un monument. Ouais, parce que c'est pas donné à tous d'être avec un athlète qui, au nombre de ses médailles, dispose au moins 60 médailles d'or. 16 en argent. 16 en argent. 5 en bronze. 5 en bronze. Je n'aimais pas la troisième place. Voilà. Voyez, ça trouve. Et une telle personne est appelée handicapée. Handicapée. Ouais, c'est les personnes handicapées en fait. Voilà. Donc, je suis très content d'échanger avec vous. Ma question qui va suivre, c'est de savoir, est-ce que M. Kone Ouma, quelles sont les dispositions techniques qui sont mises en place? Est-ce qu'il y en a des dispositions techniques pour développer le sport comme tu le fais? Est-ce que tu es dans les conditions qu'il faut pour pouvoir développer ce sport que tu aimes tant? Bon, vraiment il faut dire que d'abord, quand on dit sport de haut niveau, ça a besoin de beaucoup de moyens et de matériel. Aujourd'hui, quand tu veux organiser un tournoi de handi basket avec fauteuil roulant, il faut le fauteuil roulant. Aujourd'hui, quand tu veux organiser une compétition sur une piste avec, avec les handicapés, il faut chaussures, il faut des équipements. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, vraiment il faut du financement, de l'argent. C'est la clé du monde. Le sacrifice que moi, Kone Ouma, j'ai donné, c'est un sacrifice. J'ai sacrifié mon travail. Je ne suis pas allé à l'école. D'ailleurs, vous l'avez constaté, je ne suis pas allé à l'école. Et j'ai fait sacrifice pour que la fédération soit parmi les meilleures fédérations au monde et de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les personnes handicapées, quand on passe comme ça, on sait que c'est une fédération qui... Donc c'est pour cela, aujourd'hui, là, quand tu appelles les jeunes gens de venir faire le sport, eux-mêmes te disent, mais toi-même la tête, là, tu n'as pas chapeau. C'est pas nous les jeunes, on va porter chapeau. Donc quand tu attends ça, c'est choquant. Toi-même, tu as eu quoi? Tu vois, toi-même, tu as eu quoi? Donc, on ne va pas passer notre temps à venir courir si soleil, on va rien gagner. Au fait, là, quand on quitte au fait, on a près de 8 000 à 10 000 francs par jour. Tu vas faire comment? C'est pas l'attraper enfin les gens, mais c'est le sport. Et d'autres aussi, ils ont honte. Le contraire, c'est pas ça. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. C'est-à-dire que M. Kone Ouma n'est pas dans les dispositions techniques nécessaires en Côte d'Ivoire ici pour développer ce sport. Mais malgré tout ça, il est dedans et il rafle les médailles pour notre pays. Donc, en tout cas, on me va droit au cœur. Comparativement, je peux dire à quelqu'un qui est dans un autre pays, c'est-à-dire dans un pays européen, M. Kone Ouma, est-ce que si vous avez la chance, je sais que vous pouvez vous en disposer, mais est-ce que s'il arrivait qu'on vous propose de vivre en Europe, est-ce que ça sera une bonne occasion pour vous? Bon, en vérité, tu sais, pour connaître une personne handicapée, il faut être dans le milieu. Si moi, Kone Ouma, je m'aimerais pour aller en Europe, laissant tous ces jeunes là derrière moi ici, les valides ne peuvent pas entraîner une personne handicapée. Il faut quelqu'un
qui est handicapé comme eux, tu les comprends. Et quand ils voient ça, je dis, ah, je peux faire comme lui. Mais les valides, c'est vrai, ils s'occupent de nous, ils nous encadrent. Mais l'enfant, il ne va pas trop sentir. Mais eux, pourtant, quand ils voient, ah, voilà, connu au moins, l'homme aux 60 médailles d'or. Donc ça veut dire que moi, je peux faire comme lui. J'ai eu une opportunité de changer ma nationalité en 2 reprises. J'ai dit, ça sera juste de trahir mon pays à cause de l'argent. Ouais. Je ne vais jamais le faire. Ils m'ont proposé une nationalité tunisienne. J'ai dit non, je ne vais pas changer de nationalité. Ils m'ont trouvé une nationalité marocaine. J'ai dit non, je ne vais pas changer de nationalité. Mon pays. C'est pas vous seulement vous allez bénéficier. Il faut que la Côte d'Ivoire aussi, libre nationale de Côte d'Ivoire aussi, jusqu'en Australie. Mais ce que je voudrais dire, Voilà. ce n'est pas forcément changer de nationalité. Je dis que si vous avez l'opportunité, Non, s'il y a l'opportunité d'aller en Europe, vous développez le sport voilà. en restant toujours en gardant Je toujours vais poser la question autrement. Si, par exemple, tu avais l'occasion d'aller là-bas, hein, ou bien, je vais faire une comparaison, un athlète handicapé qui vit là-bas, et puis un athlète handicapé qui vit ici, quelles sont les différences? La différence, la seule différence, c'est que là-bas, il y a des matériels pour travailler. Ok. C'est ce que tu vois. Mais ici, il n'y a pas de matériel pour travailler parce que ici, on travaille naturellement. Donc si je vais ajouter dessus, Voilà. ça a répondu, si je vais ajouter dessus, je vais dire que celui qui veut vivre de ce sport-là, hein, le souhait serait qu'il vive Ici ou là-bas? ici ou là-bas. Non, si vraiment il veut faire du sport de haut niveau, c'est préférable qu'il vit là-bas, en étant là-bas, il s'entraîne là-bas, il compétit là-bas. Comme Mireille Comme Aouré, il est à Oué, là ça peut l'aider beaucoup. alors c'est dit que Mais seulement, je te coupe pas la parole, seulement nous, les coureurs et demi-fonds, préférable que l'enfant va soit au Kenya, ou bien en Éthiopie, ou bien en Afrique du Sud. Là-bas c'est plus développé. Encore, mais en Europe, c'est le sport de technique. C'est-à-dire soit en longueur, les 100 mètres, les 200 mètres. ou du moins en dehors de la course, il veut dire que c'est quelqu'un qui fait soit de l'haltérophilie comme ça, Voilà, lui il peut aller d'aller là-bas. derrière En Europe, pour se ici, développer. il n'y a pas d'équipement. Non, Et s'il veut ici, vivre, voilà, ça c'est vrai. et s'il veut vivre de ça, Non, il faudrait qu'il il va. En fait, chacun a ses spécialités. c'est ça. La trophilie aujourd'hui, c'est pas les Européens qui ont la trophilie en main, c'est les Asiatiques. Oui. Quand tu les vois, le gars, tu vois, il n'est même pas costaud comme abattoir. Ouais. Mais quand il est en bas d'une charge, il peut te décoller près de 200 et quelques kilos. Ouais. Tu vois. Donc en Europe, parce que là-bas, il y a des suivis, il y a des matériels Ouais. qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai dit un grand merci à un monsieur, qui est M. Angwa Kofi, qui met sa salle à disposition de notre atrophique, C'est ça. qui a lui et puis Blaise, Ouais. qui a vraiment qui a des matériels adaptés pour ça. Ouais. Vous voyez, ces gars-là, lui au moins ça va, mais on ne peut pas ramasser tout le monde. Allez, Vas-y, voilà. tu vas avec ça. Ouais, non. Donc, c'est très bon. Maintenant, la question que je vais poser, est-ce qu'un athlète, tel que tu l'as cité, Alidou, tu vois, est-ce que vous arrivez à vivre en dehors? Parce qu'il y a un point que tu viens de souligner, hein, c'est que le matériel pour développer le sport n'existe pas ici. C'est un point majeur. Maintenant, malgré vos efforts que vous fournissez, parce que je suis impressionné de constater toutes ces médailles au nombre de 60. Non, c'est derrière. Voilà, Il a- voilà, c'est ça là-bas. Hein? Ouais. Alors, est-ce que M. Kounouma, excuse-moi de la question, mais est-ce qu'il arrive à vivre Bon, du Du sport. sport? Parce que quand je vois, par exemple, en dehors de toi, il y a certains, quand tu as dit, certains t'ont proposé de changer par plusieurs fois en nationalité. C'est qu'ailleurs, M. Kounouma aurait été mieux traité. oui. Avec, Oui, je te coupe pas la parole parce que est-ce que M. aujourd'hui, Kounouma arrive à vivre? quand je pense, mon troisième aux Jeux Olympiques, qui était un Tunisien, qui a eu la médaille de bronze, je le vois, il était jubilé, se jette par terre. Il dit, mais ce gars, il a quel problème? Moi, il a eu la médaille d'or là même, là, il ne fait pas ce qu'il m'a en train de faire. Son entraîneur, le président de la fédération, le représentant des ministres de chez eux,
Il est en train de pleurer. C'est un peu bizarre, mais les gens ils pleurent pourquoi? Ah, la médaille de bronze, il pleure. Et s'il y a une médaille d'or? Mais moi, c'est tué. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, ce qu'il attend au pays, c'est pas possible. Il dit, ah bon. Un an après, 97, on s'est croisé en Tunisie. Il m'a mis chez lui à la maison. Il dit, voilà ma maison. La maison, il dit, ouais, quand j'ai quitté au JO, là, ils m'ont donné une maison, ils m'ont donné 30 millions de dinars, francs tunisiens. Et puis en l'air actuel, bientôt, il a commencé à travailler à la mairie de Tunis. Mais moi, je suis là, il fait dernière année, et puis j'arrête. Non, il n'a pas menti, il a arrêté. Moi, mais le premier, même là, il me dit quand il est venu en Côte d'Ivoire, ouais, il me dit quand il est venu en Côte d'Ivoire, j'ai dormi chez toi. Et il c'est qui? J'ai dormi chez toi à Konouma, parce que je sais que toi, avec la médaille d'or que tu as eu là, pour toi, c'est pas une villa qu'ils t'ont donné, c'est un domaine qu'ils t'ont donné. Il dit, en bon. Si je parle, tu vas dire non, j'y mens. Pourquoi demander mon entraîneur que là-bas? Il va te dire. Rien. Il dit rien, 0 francs. Il lui donne un mètre, ça va pas un mètre carré. Il dit, il est venu. Et puis, il va venir. Il m'a dit, il va venir, il va venir voir si c'est vrai ou faux. Donc, c'est pour te dire, en Côte d'Ivoire, on ne prend pas le sport mineur au sérieux parce qu'on nous appelle tous sport mineur. Ça, c'est un. De deux, moi, je me dis peut-être que, comme ici, une personne handicapée, pour ça qu'on était laissé en fait chez eux, sinon on ne doit pas vivre. Non, c'est la mentalité. Moi j'ai envie d'ajouter quelque chose sur ce qu'il dit, parce que quand il appelle ça sport mineur, aujourd'hui, Muriel Aouré, c'est de l'athlétisme. L'athlétisme. Elle n'a qu'une médaille d'argent, mais tout le monde parle d'elle. On parle d'Aouré. Partout dans les panneaux publicitaires, Aouré. Hier, on parlait de Gabriel Tiako. Oui. C'est une médaille d'argent, il envoie. Aujourd'hui, quand tu vas à l'étranger, tu dis, Côte d'Ivoire, hé, connais-moi, il est là encore. Mais chez eux, là, connais-moi, c'est. C'est un monument. On allait en Chine. Dès qu'on on est arrivé en Chine d'abord, on dit, qui est connu au mal? Il y avait peut-être du net. On dit non, il n'est pas encore arrivé. Il doit être là. Pourquoi il n'est pas venu? C'est 2 jours après, ils m'ont vu au village. On dit, t'es arrivé quand? Non, il vient d'arriver. Donc c'est pour dire, chez nous, en Côte d'Ivoire ici, c'est vrai sport pour personnes handicapées. On ne dit pas son nom. Parce que la personne handicapée est encore marginalisée. Voilà. Les considérations négatives persistent encore. Peut-être qu'avec le nouveau régime, j'espère qu'il va y avoir un changement. J'espère, mais tout ça c'est politique. Ok. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Kounéouma, s'il pouvait nous montrer un peu les médailles, mais c'est loin, on dirait. Oui, c'est vraiment caché derrière. Il faut démontrer tout ça là pour déposer, pour chercher. Donc tout est là, sur le coup. Voilà. Voilà, donc pas toi, il va prendre la caméra. Il peut se lever un peu là-bas. Bon, tout comme ça, voilà. Je pense que c'est ce visage-là, vous pouvez seulement voir même sur Internet. Voilà. Tous ceux qui nous suivent et qui veulent aider M. Kounéouma l'assister, pas en venant lui donner de l'argent, parce que lui, sa vocation, comme il le dit, c'est pas pour avoir de l'argent. Si c'était pour avoir de l'argent, M. Kounéouma aurait changé de nationalité. D'abord, voilà. Quand on dit assister, voilà. Aujourd'hui, Kounéouma, on peut, c'est-à-dire que si je peux avoir un travail, une maison, pour préparer ma retraite, pour finir en beauté, ça va donner courage à mes jeunes frères qui viennent de pratiquer aussi. On va dire, parce que le grand frère même a eu ça, bien sûr, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, comme on le dit, concrètement, M. Kounéouma attend le peuple ivoirien, la nation ivoirienne, attend l'État ivoirien, et incarné par son président de la République, d'avoir le minimum pour assurer sa retraite. C'est-à-dire une maison,
Un travail. Un travail. C'est tout. M. Koneouma travaillait et il a choisi entre la nation et le travail.